Le droit à un recours, c'est considéré comme un droit fondamental. Ça veut dire que tu vois, t'as le droit de propriété, le droit à la vie privée, la liberté d'expression, qui sont des droits fondamentaux qui sont reconnus même au niveau européen par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le droit au recours effectif est lui aussi fondamental. Ça veut dire que si on t'offre pas la possibilité de contester une décision qui a été prise à ton encontre et notamment une sanction, une peine, on viole la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc c'est absolument fondamental, on ne peut priver personne de son droit à un appel et encore moins quand il s'agit de la liberté individuelle, c'est-à-dire de mettre quelqu'un en prison. Partie civile, un podcast Live for Paris. Ce podcast est dédié aux victimes qui ont perdu la vie le soir du 13 novembre 2015, à ceux qui ne pourront pas voir ce procès. Épisode 10. Appel et pourvoi en cassation. Dans cet épisode, vous l'avez compris en introduction grâce à Camille, juriste et formatrice en droit qui a créé le média d'information juridique Camille Décode, nous allons aborder le droit au recours. Et je dirais même les recours. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur ce que l'on pourrait penser être le dernier jour d'audience du procès V13. V13 pour les attentats du vendredi 13 novembre 2015. Le 29 juin 2022, jour du verdict, pour la plupart des gens a été le dernier jour du procès. Et il n'en est rien. Il y a eu le mardi 5 juillet 2022, une journée d'audience civile, et là encore, ce n'est pas la fin du procès. C'est Julien Quéret, magistrat et conseiller à la Cour d'appel de Paris, qui nous explique en quoi cela consiste. L'audience civile qui donne lieu à l'arrêt civil, qui sera rendu même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ce sera peut-être à l'automne prochain que l'arrêt civil sera rendu. Là, c'est toutes les demandes de constitution de partie civile et les demandes indemnitaires qui seraient sollicitées, soit par des avocats, soit par des parties civiles qui n'étaient pas constituées avant l'audience, donc qui n'ont pas pu bénéficier de la JIVAT, la juridiction sur le juge de l'indemnisation des victimes d'actes terroristes. Et donc, pour un certain nombre d'entre elles, partie civile, la Cour va devoir statuer sur un certain nombre de demandes, soit statuer, soit renvoyer à la JIVAT lui-même. L'entretien avec Julien Quéret a été réalisé en amont de cette journée d'audience. On sait maintenant que le délibéré sur les intérêts civils sera rendu le 25 octobre 2022. Là encore, des recours sont possibles, mais revenons sur la partie pénale du procès, celle qui concerne les accusés. Au moment où je finalise cet épisode, on sait qu'aucun des accusés présents lors du procès n'a souhaité faire appel. Mais comment cela fonctionne ? Quelles règles régissent l'appel ? Qui peut faire appel et pourquoi faire appel ? Et quand on fait appel, que se passe-t-il ? Pour commencer, c'est quoi un procès en appel ? Camille Décode répond pour nous à cette question. Moi, c'est Camille Décode. Ce que je fais, c'est d'expliquer le droit et d'informer les gens sur leurs droits et sur le droit de manière plus générale sur les réseaux sociaux. Et dans ce cadre-là, j'assiste à un certain nombre de procès. Et j'ai notamment assisté au procès des attentats du 13 novembre que j'ai retranscrit en quasi-intégralité sur mon blog. Alors, un procès en appel, c'est un nouveau procès. C'est-à-dire que tout est nouveau dans le procès en appel. On a de nouveaux magistrats. On recommence tout à zéro en réalité. Alors ce qui n'est peut-être pas nouveau, ce sont les accusés, quoique tu peux avoir un procès en appel dans lequel il n'y aura pas l'intégralité des accusés. Ça veut dire que là, tu as eu un procès avec 20 accusés. Sur ton procès en appel, tu n'auras peut-être pas 20 accusés parce que les 20 accusés n'auront peut-être pas fait appel ou parce que le parquet n'aura pas fait appel pour l'ensemble des accusés. Donc finalement, même en termes de composition des accusés, tu peux avoir un procès différent. En tout cas, un procès en appel, c'est un procès qui se rejoue totalement. Les cartes sont totalement remises à zéro. Enfin voilà, on repart de zéro. C'est des nouveaux magistrats qui vont reprendre les faits dans leur entièreté. Et la décision de la cour d'appel va se substituer à la première. Un procès en appel, c'est donc un procès qui se rejoue, avec une nouvelle cour d'assises spécialement composée, je le rappelle, dans le cadre d'un procès sur le terrorisme. J'en profite pour vous inviter à aller écouter les épisodes précédents pour ceux qui seraient tombés directement sur celui-ci. Un procès en appel, comme le procès en première instance, se déroule dans l'oralité des débats. Cela veut dire qu'il faut à nouveau faire venir tous les experts, enquêteurs, chercheurs, témoins, et j'en passe à la barre, afin que la nouvelle cour d'assises spécialement composée puisse les entendre pour pouvoir se faire un avis et rendre un verdict. Il en va de même pour les interrogatoires des accusés, en respectant bien entendu toujours le contradictoire. Concernant les témoignages des parties civiles, dans ce cas-là par contre, ce témoignage n'est pas obligatoire. Si l'on souhaite témoigner à nouveau, si l'on veut témoigner pour la première fois, cette décision nous appartient, comme on a pu le voir d'ailleurs dans l'épisode 6. Cela dit,
Je pense qu'il est important qu'il y ait des témoignages de partie civile en appel. Alors je m'explique. Pour que la cour nouvellement composée qui juge ait une vue d'ensemble la plus complète possible, il faut qu'elle entende aussi ce qu'ont à dire les parties civiles. Mais justement, qui peut faire appel ? Alors, qui peut se saisir de l'appel ? Tu peux avoir toutes les parties prenantes en réalité du procès qui peuvent faire appel, sauf qu'elles ne vont pas faire appel sur la même chose. C'est-à-dire que les accusés, évidemment, peuvent faire appel. Ils peuvent faire appel sur leur culpabilité, c'est-à-dire sur le principe même d'avoir été condamnés, mais ils peuvent aussi décider de faire uniquement appel sur leur peine. C'est-à-dire, ok, je reconnais ma culpabilité, en revanche, la peine, je la conteste, notamment parce qu'elle est trop forte, a priori. Le parquet, lui aussi, peut faire appel, évidemment, de la même façon que les accusés, sur la culpabilité et ou la peine. Et les parties civiles peuvent également faire appel, en revanche, elles ne peuvent faire appel que sur les intérêts civils. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas faire appel sur la culpabilité d'un accusé. Donc, on a compris que sur la culpabilité et ou la peine, l'appel est possible pour les accusés via leur conseil, et pour le parquet national antiterroriste, le PNAT, mais aussi pour le parquet général, dont dépend le PNAT. Les parties civiles, quant à elles, ne peuvent faire appel que sur les intérêts civils, c'est-à-dire sur la partie constitution en tant que partie civile, dans le cas où on lui refuse cette possibilité-là, et la partie indemnisation qui peut en découler. Et dans quel délai peut-on faire appel ? Auprès de qui ? Eh bien, je vais vous le dire. Les accusés et leurs avocats ainsi que le parquet ont 10 jours pour faire appel, à compter de l'énoncé du verdict. Et pour interjeter appel, faire appel donc, il suffit de faire une déclaration auprès du greffe. Alors petite règle qui a son importance, quand une partie fait appel, cela ajoute 5 jours de délai supplémentaire à l'autre partie pour faire ce que l'on nomme un appel incident. À la fin de ce délai, plusieurs possibilités. Pas d'appel, rien, même pas un petit. À ce moment-là, le verdict est définitif. Les reconnus coupables sont coupables, les acquittés partiels ou totalement le sont tout autant, acquittés partiels ou total bien entendu, et ceux qui doivent exécuter une peine font leur peine selon la forme qu'elle peut prendre. Pour cela, je vous invite à écouter l'épisode 9. Autre cas de figure, il y a appel, que se passe-t-il ? Quand aura lieu le procès ? Va-t-il durer aussi longtemps ? Aura-t-il lieu dans le même endroit ? Dans notre exemple, on parle bien entendu du procès V13 dont on sait maintenant qu'il n'y a pas eu d'appel. Comme on va le voir avec Camille Descodes, juriste, et Julien Quéré, magistrat, cela dépend entre autres du périmètre, c'est-à-dire du nombre d'accusés concernés par l'appel. Une fois qu'il sera connu, on se posera la question de l'audiencement. Si appel il doit y avoir. Vous savez que certains des accusés du 13 sont également poursuivis à Bruxelles pour les faits du 22 mars 2016. Ça, c'est un procès donc, qui a lieu à Bruxelles d'octobre, en gros, au printemps 2023. Donc, il y a une certitude, c'est qu'on n'audiencera pas l'éventuel appel du 13 novembre avant septembre 2023. On verra si c'est septembre 2023, janvier 2024, en fonction du périmètre de l'appel, en fonction d'autres sujets sur le temps de préparation aussi qu'il faudra accorder au président d'assises, qui sera bien évidemment pas le même. Toute la cour, pour des raisons juridiques et d'impartialité bien évidentes, sera différente. Et donc il faut vraiment qu'un nouveau président, voire que 2 nouveaux présidents se penchent sur ce colossal dossier. Il faudra également que les membres du ministère public, qui ne seront pas les mêmes non plus que ceux en première instance, se penchent sur le dossier. Donc il faut laisser du temps de préparation à chacun. Et là je parle des magistrats, mais ça peut être le cas aussi des avocats. Il n'est pas impossible que certains avocats changent et que tout le monde ne revienne pas à ce procès. Le procès en appel, c'est un procès qui se refait. Donc il doit se refaire dans les mêmes conditions parce que l'appel, s'il se refaisait pas dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties, ça voudrait dire qu'il serait préjudiciable, notamment aux prévenus ou aux accusés. Donc c'est un procès qui doit offrir les mêmes garanties et notamment la même efficacité. Donc en règle générale, ça va être la même durée sur le procès en première instance et le procès en appel. Mais sur des procès qui sont aussi gigantesques et hors normes que le procès V13, il y a peu de chances que le procès en appel dure aussi longtemps. Pour plusieurs raisons. Non pas parce qu'il y aura pas les mêmes garanties, c'est pas ça, c'est que d'abord on n'est même pas certain qu'il y a un procès en appel pour commencer. Ensuite, s'il y en avait un, on ne sait pas encore combien d'accusés seront renvoyés en appel. Et on a eu des phases en première instance qui ont été très longues, notamment les témoignages des parties civiles, qui ont duré plusieurs semaines, puis après il y a eu une semaine supplémentaire qui a été accordée. En appel, il y aura peut-être pas autant de parties civiles qui voudront témoigner. Alors il y en a peut-être de nouvelles qui n'auront pas témoigné en première instance, qui auront envie de le faire, mais il y en aura peut-être aussi qui ont témoigné en première instance, qui n'auront plus envie de le faire en appel. Donc c'est pas certain.
qu'on ait autant de parties civiles, il y aura peut-être pas autant de témoins. Bref, il y a très peu de chances que le procès en appel dure 10 mois. Et puis, le Covid a quand même considérablement rallongé la durée du procès. Ce qui est prévu, en tout cas, quand on a organisé et préparé ce procès en première instance, c'était de construire cette salle là, dans laquelle on se trouve d'ailleurs, monumentale. Dès le départ, l'idée c'était que cette salle était provisoire, certes, mais qu'elle avait vocation à accueillir les procès en première instance de grande ampleur, tels le procès du 13 novembre et le procès de Nice, mais également les appels. Donc, il est certain que ça sera bien dans cette salle que se tiendra l'éventuel procès en appel du 13 novembre 2015. Le procès de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice aura donc lieu dans cette même salle d'audience au cœur de l'île de la Cité à Paris. Il débutera le 5 septembre 2022. Pourquoi à Paris ? Parce qu'en matière de terrorisme, c'est le parquet national antiterroriste basé à Paris qui a la compétence au niveau national. Ensuite, il devrait s'y dérouler le procès en appel du Minator. Cette salle est prévue pour exister au moins pendant 10 ans. Mais revenons à l'appel. Que se passe-t-il pour les accusés qui font appel quand ceux-ci, par exemple, ont déjà fait 6 ans de détention provisoire ? Il n'y a pas de raison que les conditions de détention changent. Maintenant, c'est des mesures souvent d'ordre pénitentiaire, donc ça dépend aussi du comportement de l'intéressé. Mais en tout cas, juridiquement, ils ont le même régime et par exemple, ils ont le droit de faire bien évidemment des demandes de mise en liberté qui sont soumises à la chambre de l'instruction. Donc c'est les mêmes processus en fait qui se mettent en place. Ils sont toujours en détention provisoire à partir du moment où ils ont fait appel. Donc c'est les mêmes règles en fait qui s'appliquent. Il y a encore un autre cas de figure. On vient de voir ce qu'il se passe quand il y a appel et quand il n'y a pas appel. Mais que se passe-t-il quand l'accusé qui est jugé n'est pas présent à son procès, s'il est jugé par défaut ? Avant la nouvelle disposition de la loi Perben 2 de 2004, on disait « jugé par contumace ». Quels sont ses droits au recours si jamais un accusé absent lors de son procès venait à réapparaître ? Soit parce que celui-ci n'avait pas été arrêté, parce que présumé mort, ou parce que l'on n'avait aucune idée de l'endroit où il pouvait être, ou alors parce que celui-ci est déjà en prison mais dans un pays qui n'a pas voulu le remettre aux mains de la justice française. J'ai posé la question à Camille, du média en ligne Camille Décode. Alors effectivement, au procès V13, il y a 20 accusés au total, et il y en a 6 qui sont absents. Comme tu l'expliquais, pas pour les mêmes raisons, puisque 5 sont présumés morts en zone irako-syrienne à la suite de frappes de la coalition, et 1 est actuellement détenu en Turquie où il purge une peine d'emprisonnement d'environ 10 ans. Pour autant, quand bien même les raisons ne sont pas les mêmes, leur statut face à la procédure est la même. C'est-à-dire qu'ils sont tous jugés par défaut. D'ailleurs, le 8 septembre, lorsque l'audience s'est ouverte, le président l'a dit, que la Cour avait décidé que ces 6 accusés seraient jugés par défaut. Lorsqu'on est jugé par défaut, ça entraîne un certain nombre de conséquences. Et en matière criminelle, lorsque vous êtes jugé par défaut, ça vous empêche de faire appel et ça vous empêche aussi de vous opposer au jugement. En réalité, je l'ai dit tout à l'heure, le droit au recours est absolument fondamental. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire, mais ça veut juste dire que la voie de l'appel vous est fermée, et celle de l'opposition aussi. Simplement, si ces accusés réapparaissaient, alors pour ceux s'ils sont présumés morts, si ces accusés réapparaissaient ou qu'ils étaient arrêtés d'une manière ou d'une autre, un nouveau procès serait de fait organisé, sauf si l'accusé en question acquiesçait au jugement. Acquiescer au jugement, ça veut tout simplement dire, moi, ce qui a été décidé me concernant me va. Mais s'il n'acquiesce pas au jugement, il a en fait un procès de droit. Et c'est possiblement ce qui va se passer pour l'accusé qui est en détention actuellement en Turquie, Ahmed Damani. Il est tout à fait possible que le jour où il sera remis aux autorités françaises, un nouveau procès soit organisé. Le parquet l'avait d'ailleurs évoqué en cours d'audience, disant qu'il y aurait de fortes chances qu'un nouveau procès se tienne pour Ahmed Damani. Quand un accusé non présent à son procès est arrêté ou remis à la justice française par un pays tiers, celui-ci est automatiquement mis en prison, car le mandat d'arrêt à son encontre fait office de mandat de dépôt. Il a, à ce moment-là, 1 mois pour acquiescer le verdict à son encontre. S'il n'accepte pas le verdict, c'est-à-dire qu'il n'acquiesce pas, cela enclenche l'organisation d'un nouveau procès en première instance, et il aura donc par la suite la possibilité de faire appel après le verdict de celui-ci. Ce nouveau procès doit se dérouler dans l'année qui suit, avec la possibilité de prolonger de 6 mois le délai renouvelable une fois. La tenue du procès en première instance doit donc se dérouler dans les 2 ans maximum, suivant la date d'incarcération de l'accusé. Dans le cas où, je le rappelle, celui-ci n'a pas accepté le verdict du procès dans lequel il a été jugé par défaut. Avant d'aborder le pourvoi en cassation, j'ai une dernière question à propos de l'appel à poser à Camille. Peut-on revenir sur son appel ? Peut-on changer d'avis et dire finalement j'ai bien réfléchi, je veux plus faire appel ?
On peut se désister de son appel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que, je sais pas, par exemple, un accusé se désisterait de son appel qu'il ne devra pas comparaître au procès. Parce que en face, il peut y avoir le parquet qui a fait appel concernant cet accusé, et ça impose à l'accusé de comparaître dès lors qu'il serait renvoyé devant la juridiction d'appel. Donc cela veut dire que si on fait appel et qu'ensuite on ne le souhaite plus, si la partie en face a également fait appel, il y aura malgré tout un procès en appel. Par contre, si aucune des parties n'a fait appel pendant le temps imparti et que finalement l'une de ces parties a changé d'avis, eh bien là il est trop tard, cela s'arrête là. Il existe après l'appel un autre recours, un terme que l'on peut entendre dans la presse sans savoir vraiment à quoi cela fait référence, le pourvoi en cassation. Est-ce un appel sur l'appel ? Alors moi, dans mon esprit, le pourvoi en cassation, c'est l'action ultime pour changer une décision de justice. Le pourvoi en cassation, donc c'est la procédure qui est offerte après l'appel de saisir et qui permet de saisir la Cour de cassation. La Cour de cassation, contrairement aux juges du fond, c'est-à-dire les juges de première instance, la Cour d'assises spécialement composée qu'on a connue là, ensuite la Cour d'assises d'appel, la Cour de cassation, son rôle n'est pas là pour connaître des faits et retrancher le litige sur les faits. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour dire toi tu dois être condamné à temps et toi tu dois être condamné à temps et toi t'es coupable et toi t'es pas coupable. Ce n'est pas son rôle. La Cour de cassation, c'est ce qu'on appelle le juge du droit. Donc elle va notamment regarder si les règles de droit ont été correctement respectées, ont été correctement appliquées et n'ont pas été déformées et ou violées. T'as ce qu'on appelle les cas d'ouverture à cassation, c'est-à-dire un certain nombre de situations qui peuvent entraîner la formation d'un pourvoi. Tu formes pas un pourvoi comme ça juste parce que la décision de la cour d'appel te plaît pas. Et dans ces cas d'ouverture à cassation, t'as notamment l'insuffisance ou l'absence de motif. Et c'est pour ça que, tu sais, le jour du verdict, le président a bien dit, voilà, la motivation, elle fait 120 pages, on a bien motivé, mais je vais vous lire simplement un résumé. La motivation, c'est fondamental. Donc, si la cour d'assises sanctionne les accusés à des peines qui sont assez graves, notamment la réclusion criminelle à perpétuité, sans motivation, ça peut être un problème, parce qu'il faut que l'accusé puisse comprendre notamment ce qu'on lui reproche et ce qui a conduit à prononcer une sanction comme celle-ci à son endroit. Donc, la motivation, c'est quelque chose de fondamental, et si tu as une insuffisance de motivation, ou si tu as encore un défaut de base légale, ça veut dire que tu condamnes quelqu'un sans de base légale. Tout ça, c'est des situations qui peuvent permettre de saisir la Cour de cassation. Et une fois qu'elle est saisie, elle, donc comme je te dis, elle va regarder uniquement, elle va se concentrer sur le droit. Est-ce que les règles de droit ont été correctement respectées? Est-ce qu'elles ont été correctement interprétées? Et c'est sur cette base qu'elle va rendre ce qu'on appelle soit un arrêt de rejet, soit un arrêt de cassation. Si elle rend un arrêt de rejet, c'est qu'elle considère que le pourvoi n'a pas lieu d'être et qu'il n'y a pas eu de problème d'un point de vue du droit. Si elle rend un arrêt de cassation, c'est qu'elle considère non pas que un tel ou un tel est coupable, puisque c'est pas son rôle, elle va considérer qu'il y a eu violation d'une règle de droit à un moment donné, ou en tout cas qu'il y a un cas d'ouverture à cassation qui pose problème. Dès lors que la Cour de cassation rend un arrêt de cassation, alors l'affaire est renvoyée à nouveau pour être jugée devant des juges du fond, devant une cour d'assises spécialement composée d'appel. Cela veut dire que le droit français offre la possibilité de refaire le procès en appel, une seconde fois, dans le cas où il y a un arrêt de cassation, parce que l'on estime que l'on a tordu l'interprétation des règles. Mais qui peut saisir cette cour de cassation et qui y retrouve-t-on? C'est bien entendu Camille Descodes qui a la réponse à ces questions. Qui peut aller en cassation, c'est exactement les mêmes règles que pour l'appel. Ça veut dire qu'un accusé, ou la défense d'un accusé pourrait former un pourvoi, une partie civile, un avocat de partie civile également, et le parquet aussi. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, pour les parties civiles, elles peuvent évidemment former un pourvoi, mais uniquement sur l'action civile. Par ailleurs, pour les délais, il me semble que c'est 5 jours pour former un pourvoi en cassation. Et il faut savoir que devant la Cour de cassation, tu n'es pas assisté par les avocats que tu as vus. Ce sont des avocats spécifiques qu'on appelle les avocats au conseil, qui eux ne font que des procédures devant la Cour de cassation et le Conseil d'État. Une fois que l'on se retrouve devant la Cour d'appel de renvoi, qu'un nouveau verdict a été rendu, est-ce enfin terminé? Voit-on le bout de ce périple judiciaire? Eh bien non. Enfin, dans le cas où l'on estime encore une fois que les règles ont été tordues, on peut à nouveau saisir la Cour de cassation, mais le niveau au-dessus. Tu peux à nouveau former un pourvoi en cassation, et cette fois-ci tu te retrouveras
donc en cassation, devant ce qu'on appelle l'assemblée plénière de la Cour de cassation. L'assemblée plénière, c'est la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'eux, ils donnent un arrêt définitif. Exactement. Cet arrêt définitif peut entériner le verdict, le casser partiellement ou totalement. À ce moment-là, toutes les voies internes de recours ont été épuisées. Alors voies internes, c'est-à-dire au niveau français. Au niveau européen, on peut encore saisir la Cour européenne des droits de l'homme, cour qui, si elle accepte d'être saisie, examinera encore une fois non pas les faits, mais vérifiera qu'il n'y a pas eu violation d'un des droits qu'elle protège, car je le rappelle, le droit au recours est un droit fondamental, d'autant plus quand il touche à la liberté individuelle. C'est la fin de cet épisode et la fin du cycle consacré au fonctionnement de la justice dans le cadre d'un procès lié au terrorisme avec pour toile de fond le procès V13. J'espère que cette série vous aura apporté quelques réponses et éclairages. J'ai une pensée toute particulière pour les parties civiles de V13 et tous ceux qui ont été touchés par les attentats du 13 novembre 2015. J'ai une pensée également pour ceux qui sont en train de vivre un procès lié au terrorisme ou d'attendre la tenue de celui-ci. J'aimerais remercier les intervenantes et intervenants, nombreux, qui ont participé à l'ensemble des épisodes et qui, grâce à leur connaissance et disponibilité, nous ont permis de mieux cerner cette matière un peu impressionnante qu'est le droit et dont on ne sait pas vraiment par quel bout l'aborder. Merci également à Cécile Bobil, mon binôme avec qui j'ai construit ce podcast. Et merci à toute la team Bobil. Merci de nous avoir écoutés. Partie civile reviendra cette fois-ci pour parler de l'après. Qu'est-ce qu'il y a après ? Il y a, entre autres, la mémoire. Comment la mémoire se construit-elle ? De quelle mémoire parle-t-on ? Est-ce que l'on partage tous la même mémoire ? Et pourquoi c'est important de se souvenir ? Ce podcast est destiné à toutes les victimes de la nuit du 13 novembre 2015. Rescapés et proches de victimes, aidants professionnels et non professionnels. Mais aussi à toutes les personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement de la justice en France et sur la construction de la mémoire après le jugement. Partie civile, un podcast de l'association Life for Paris. Écrit et réalisé par Seb Lascou. Cet épisode a pu être réalisé grâce à la participation de Camille Descodes, juriste et professeur de droit, et Julien Quéré, conseiller, chargé de mission à la première présidence de la Cour d'appel de Paris. Interview menée par Cécile Bobil et Seb Lascou. Découpage des interviews, Clara Bobil. Production, Léa Bobil. Chargée de production, Cécile Bobil. Toutes les musiques viennent de la plateforme CDM Music Library.